On va parler cette fois-ci un peu plus politique après syndicalisme. On va voir un petit peu, surtout avec lutte ouvrière, qu'est-ce que les citoyens attendent aujourd'hui, surtout des élections l'année prochaine européenne. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Jean-Yves Payette. Lutte ouvrière, c'est toujours d'actualité parce que d'industrie pour les ouvriers, il en reste plus beaucoup. En tout cas, de travailleurs, il y en a beaucoup, que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les hôpitaux, dans les écoles. Voilà, il y a encore quand même pas mal d'industries où les travailleurs sont indispensables à la société. Alors, lutte ouvrière, je reste sur ma question, non pas pour dénigrer, mais pour me dire que est-ce qu'il ne faut pas redéfinir le travail? Est-ce qu'il ne faut pas dire aussi aux gens que le travail, c'est plus à la chaîne, c'est plus dans les ateliers, enfin, c'est encore dans les ateliers aujourd'hui, bien sûr, mais que le travail a aussi changé, qu'on travaille beaucoup avec l'outil Internet, avec les ventes par correspondance, le télétravail, tout et tout. Il y a eu cette évolution. Oui, mais il y a toujours des petites mains derrière, que ce soit pour préparer les colis, etc. Il y a énormément de travailleurs. Aujourd'hui, le nombre de travailleurs est beaucoup plus important qu'avant, donc je ne vois pas pourquoi on ferait comme si, parce qu'il y a l'ordinateur, qu'il y aurait moins. Alors, on arrive à la fin de cette année, on voit la démarche des Gilets jaunes, on voit la posture des politiques. Quelle est la posture de lutte ouvrière aujourd'hui par rapport... Vous savez, c'est quand même d'informer les travailleurs. C'est aussi leur proposer une politique. C'est dénoncer tout ce qui s'est passé. Ça fait des années qu'on a bloqué les salaires. Ça fait des années qu'on attaque les droits des salariés, essentiellement pour augmenter le profit. On a facilité les licenciements depuis fin des années 80, début des années 90, où des millions de travailleurs ont été licenciés en France. Voilà. Donc tout ça fait que, et ensuite avec le blocage du salaire, fait qu'il y a eu une chute en fait du pouvoir d'achat. Et cette chute de pouvoir d'achat là, s'est exprimée à travers de ce mouvement social qu'on a vu ces dernières semaines. Et quand on regarde les décisions qui ont été avancées, d'abord par Annie Girardin à La Réunion, qui a proposé des mesures annoncées, après le SMIC avec 100 € de plus par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que Jean-Yves Payette quel est le regard de Jean-Yves Payette sur ces mesures et sur cette posture, parce qu'apparemment ça ne convainc pas le mouvement? Ça convainc ni les mouvements ni les travailleurs, parce que dans la réalité, ces sommes vont être payées par les travailleurs eux-mêmes, vont être payées par les plus pauvres eux-mêmes. Quand on parle d'augmentation du SMIC sans cotisation sociale, ça veut dire que dans la réalité, il y aura un blocage. Les salaires vont continuer à être bloqués, et ça veut dire que quand on est licencié au chômage, on aura moins d'allocation chômage. Quand on est en maladie, on aura moins d'indemnités de maladie, et surtout, on aura aussi moins de retraite. Donc voilà, toutes ces mesures-là, c'est quasiment de l'investissement pour la diminution de salaire, et ça va être payé par les travailleurs eux-mêmes dans les années qui viennent. Quand le président de région annonce des centaines de millions d'euros qui vont être mis sur la table pour notamment payer le fret pour les importations, c'est quand même des millions d'euros en moins pour les lycées, pour voilà, tout ça, et pour les embauches, utile à la population. Et donc voilà, c'est toujours les travailleurs, les classes populaires qui vont payer toutes ces mesures. Alors, encore une fois, et je connais la position de Jean-Yves Payette par rapport au capital, par rapport aux bénéfices, aux dividendes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une opportunité pour que ceux qui décident revoient leur politique, parce que jusqu'à maintenant, ça a toujours été tout fait pour, soi-disant, soutenir le travail, soutenir l'emploi, et que ce soit lutte ouvrière ou les syndicats n'apprécient pas les décisions. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. On est donc en crise économique, c'est-à-dire que le système capitaliste aujourd'hui n'arrive plus à créer suffisamment de richesse, à la fois pour satisfaire un taux de profit à 15-20% minimum, et à la fois permettre à tous d'avoir un travail et un salaire décent. Et la seule manière, par contre, ce qui est dans tous les gouvernements du monde, dans tous les pays du monde, on privilégie le fait de maintenir ce taux de profit à 20%. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est que même si
si on est en crise, eh ben on demande à ceux qui déjà n'arrivent pas à joindre les deux bouts de serrer la ceinture pour permettre à ce que les capitalistes continuent à s'enrichir chaque année. Et c'est énorme, c'est des milliards et des milliards. Aujourd'hui, il y a de l'argent pour donner à tous un travail. Il y a de l'argent pour augmenter les salaires de 300 euros, les retraites de 300 euros, les minima sociaux de 300 euros. Sauf que le souci, c'est que soit on fait le choix d'aider ces classes populaires-là, ou de continuer à maintenir un taux de profit qui en perpétuel va appauvrir l'ensemble de la population. Et il y a un autre phénomène très grave qui se passe au niveau économique, c'est que l'argent n'est plus investi, les richesses créées par le travail n'est plus investies dans la production, pour satisfaire les besoins. Hein. Elles partent dans la spéculation financière, et ça devient dramatique. Quand on voit que le CICE, c'est 40 milliards, est-ce que les gens disent qu'on aurait pu créer 200 000 emplois avec? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de dire que la politique de l'État pour soutenir l'emploi, créer de l'emploi, apporte une vraie, je dirais, équité sociale? Non, je pense que les gouvernements qui se sont succédés, dans la réalité, sont des serviteurs de ce grand patronat. Qui à chaque fois demande des subventions, demande toujours plus pour soi-disant créer des emplois. Et on a vu là sur le CICE, c'était une belle arnaque, où M. Gattard disait qu'il allait créer 1 million d'emplois, il a fait ses zéros à la fin. Ils ont encaissé ces milliards. D'ailleurs, c'est pas 40 milliards, au total, ça va être 100 milliards d'euros. C'est énorme. Et là, il y aurait de quoi, justement, permettre de reprendre cet argent-là pour permettre de créer des vrais emplois par rapport aux besoins de la population, dans les hôpitaux, dans les écoles, construire les logements nécessaires pour les plus pauvres, pour des loyers modérés, etc. Aujourd'hui, il faut justement qu'il y ait un mouvement social qui vienne des travailleurs, qui vienne des classes populaires pour revendiquer que, on ne doit pas travailler pour satisfaire seulement le profit, on doit travailler pour satisfaire les besoins de la population. Et sur ce point-là, on va parler d'Europe l'année prochaine, élection européenne au mois de mai 2019. L'Europe, actuellement, est un petit peu en perte de vitesse. Le moteur de l'Europe, que sont Angela Merkel, la chancelière allemande, et le président français Emmanuel Macron, sont en perte de vitesse, en perte de popularité, de notoriété. Donc, on voit que ce moteur franco-allemand commence à s'essouffler. On dit qu'aujourd'hui, certains disent, on veut bien d'une Europe, mais on veut d'une Europe sociale. On veut pas de cette Europe d'élitiste, de profit. Est-ce que là aussi à ce niveau-là, la lutte ouvrière sera dans la course pour essayer de justement qu'il y ait une Europe sociale et non pas une Europe une Europe sociale sera imposée par des luttes sociales. On va pas faire croire aux gens que cette Europe sociale sera donnée gratuitement comme ça, sans pression, par le grand patronat. Parce que vous savez, Merkel ou M. Macron ne sont que des serviteurs dans cette affaire. C'est vraiment les milliardaires qui dirigent tout. On nous parle de l'Europe, etc. Mais ces milliardaires, d'ailleurs, ils sont à l'échelle européenne. Ils sont, même si ils ont la nationalité française, mais ils ont des affaires dans toute l'Europe. Et c'est l'ensemble des travailleurs européens qui sont exploités. Et c'est pour ça que d'ailleurs certains essayent de dire que la faute c'est de l'Europe ou c'est de l'euro ou autre. Dans la réalité, la faute c'est à ces capitalistes-là qui cherchent, que ce soit au niveau de l'Europe et même au niveau mondial, à exploiter toujours plus les travailleurs. Il y a une question à poser quand même. Comment ça se fait que les politiques sont autant, j'allais dire, sous les ordres du capital? Comment on est dans une société capitaliste, où l'économie est dans la main des capitalistes, c'est eux quand même qui dictent les règles. Tant qu'il n'y a pas menace de la part des travailleurs, c'est normal que eux ils en veulent toujours plus. C'est ça qu'il faut comprendre. On est dans une démocratie bourgeoise où la Révolution française, c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir. Les travailleurs n'avaient même pas le droit de vote jusqu'en 1848. Donc voilà, c'est vraiment une société dirigée par les patrons pour les plus grosses fortunes. Et c'est eux qui dictent la loi. On peut changer de gouvernement, mais s'il n'y a pas justement, si à un moment donné il n'y a pas un réel coup de colère qui vienne des classes populaires, qui viennent des travailleurs pour justement exiger que ça soit autrement, oui, ça va continuer comme ça, et ça va continuer en s'aggravant parce que justement, cette société capitaliste, elle est en crise, et pour que les plus riches continuent à s'enrichir,
il n'y a pas d'autre choix, elles vont appauvrir les classes populaires. Comment Lutte ouvrière aujourd'hui peut mener le combat? Sur quelle base, sur quel élément, pour pouvoir, encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut une révolte de la population. Mais est-ce que cette population-là, elle a envie de le faire? Je pense que il y a des mouvements sociaux qui démontraient avec l'appui quand même populaire que en tout cas la population elle est prête à le faire. En tout cas quand elle va le faire, personne ne peut prédire à l'avance, parce que personne n'avait prévu le mouvement des Gilets jaunes à l'avance. Par contre nous à la lutte ouvrière, ce qu'on insiste de dire, c'est il faut informer les travailleurs, il faut leur dire que voilà, oui, il faudra se battre, il faudra discuter entre nous pour pouvoir faire changer les choses, et il faudra réclamer avoir des revendications à la hauteur des besoins, c'est-à-dire oui, aujourd'hui, il faut augmenter les salaires de 300 euros, il faut augmenter les retraites, il faut augmenter les minima sociaux à minima de 300 euros. Et face au problème des prix, il faut réindexer les salaires, les retraites, les minima sociaux sur les prix. D'ailleurs, c'était comme ça avant 1983. Mais donc, je veux dire, aujourd'hui, tout ça, c'est possible, mais ce sera pas possible sans combat. La question, elle reste, c'est comment aujourd'hui, avec le contexte économique, mais là je ne parle pas des grosses entreprises, je parle des petites et moyennes entreprises, des syndicats, même le mouvement Gilets jaunes réclame un SMIC net à 1500 euros, d'autres réclament même à 1800 euros. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte fait que une grosse entreprise qui a des moyens, qui a le CICE, peut tout à fait payer. Peut tout à fait payer, mais les petites entreprises, non. Voilà, mais sauf que les petites entreprises, elles vivent des salaires. Les petites entreprises vivent des salaires des salariés. Pourquoi pour le petit restaurateur, la personne qui vend, le petit artisan, menuisier. Si personne n'a plus de revenus, il vend quoi comme meuble, premièrement. Deuxièmement, les autres travaillent en sous-traitance avec les grosses entreprises. Donc, vous savez, quand on ne monte pas les salaires, c'est toujours les grosses entreprises, avec le jeu de la concurrence entre les petits, qui sont gagnantes. Aujourd'hui, une augmentation des salaires, oui, ça permettrait à des petits planteurs de vendre leurs produits plus favorablement sur les marchés forains. Oui, ça permettrait à des petits menuisiers de vendre leurs meubles, aux petits restaurateurs d'accueillir des salariés. Aujourd'hui, vous savez, quand vous touchez le SMIC, et que le midi, vous pouvez même pas vous permettre d'avoir une barquette à 7 euros ou à 6 euros. Mais c'est qui est perdant? Bien sûr, le salarié il souffre de ça, mais aussi tous ces petits artisans-là. Alors, quel est le bon SMIC aujourd'hui? Écoutez, il suffit d'être logique. Aujourd'hui, moins de 1800 euros, c'est difficile. Ça ne veut pas dire qu'on vive très bien avec 1800 euros, mais prenez 1800 euros, enlevez le loyer, le crédit de voiture obligatoire, parce que si on a un travail à 1800 euros, il faut obligatoirement une voiture. Prenez, tout ça avec l'eau, l'électricité et tout. Vous verrez que si on veut permettre de nourrir convenablement sa famille, et là je parle même pas des loisirs qu'il peut avoir à côté, à minima ce serait ça. Et c'est pour ça qu'il faut revendiquer ça. Et c'est de l'intérêt de l'ensemble des classes populaires. Et pareil, si le grand patronat décide d'augmenter les prix pour appauvrir, parce qu'il y a deux manières de baisser les salaires. Il y a le faire brutalement, et ça, ils hésitent de le faire parce que et il y a relancer l'inflation. Apparemment, il y a une petite inflation qui redémarre. Si les grands capitalistes décident d'appauvrir les travailleurs et la population en relançant donc l'inflation, il faut indexer les salaires, les retraites et les minima sociaux sur l'inflation. Reste que sur le SMIC, on le voit, c'est 100 euros annoncés par le président Macron. C'est quoi? Les 100 euros. Les 100 euros. Déjà, c'est pas 100 euros sur le SMIC, je crois que c'est 20 euros sur le SMIC, c'est-à-dire 1,8%. Pourquoi 20 euros? Parce que c'est exactement ça, la somme exacte, et 80 euros sur la prime d'activité. D'accord? C'est-à-dire, en même temps, en mettant ça, il permet au patronat de ne pas payer les cotisations sociales. Pas les charges, les cotisations sociales, c'est-à-dire des salaires différés, c'est-à-dire des salaires qu'on va toucher quand on sera licencié, quand on sera malade ou qu'on sera en retraite. Et le fait de ne pas cotiser là-dessus, ça entraîne une diminution du pouvoir d'achat qu'on a le plus besoin. Et c'est là que c'est un jeu d'attrape-nigo, le fait de dire on a 100 euros de plus. C'est pas vrai. Et en plus, qui va recevoir? Bien sûr, est-ce que si on obtient 1 euro en plus le SMIC, est-ce qu'on l'aura? Est-ce que à temps partiel, ça va calculer comment et tout ça. Donc aujourd'hui, et puis
Quand on est un père ou une mère de famille, on a des enfants à charge, on a tout ça, on a toutes les charges qui tombent en permanence. On n'est pas à 3,30 € près. On est réellement, aujourd'hui, si on veut vraiment rattraper tout ce qui a été perdu ces dernières années, il faut une augmentation conséquente de 300 €. De 300 €. De 300 € net, oui. Alors là, c'est d'ailleurs, justement. c'est là la question. Mais quand on regarde les bénéfices des grosses entreprises du CAC 40, pour lequel travaillent beaucoup de petites entreprises, et quand on regarde les taux de profit global qui sont faits par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, si on ramenait la rémunération du capital à ce que c'était il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait largement ces 300 € d'augmentation. Et c'est ça la réalité. Et donc le problème aujourd'hui, quand quelqu'un a des milliards et double sa richesse en un an, ça sert à quoi? Ça nous sert à quoi, nous travailleurs, de ne pas réclamer ces 300 € pour permettre à ces gens-là de continuer à avoir 20% d'augmentation? Il y a des gens qui crèvent uniquement parce qu'ils... on vit pas avec 1200 €, on vit pas avec le SMIC, c'est pas vrai, on survit. La plupart des travailleurs, même ceux qui touchent 2000 ou 2200 € quand ils tirent l'ensemble des charges, etc., ils sont à découvert le 15, le 20 du mois. C'est ça la réalité aujourd'hui de tous ceux qui travaillent. Donc, soit on laisse ces capitalistes-là continuer à s'enrichir, soit on se bat pour avoir une augmentation des salaires, des retraites et des minima sociaux. Et c'est là le problème. Est-ce qu'il faut revenir à l'époque, en 80, lorsque François Mitterrand a été élu, il y a eu cette politique en faveur des salaires, il y a eu un blocage des prix, des salaires également d'ailleurs. Est-ce qu'il faut revenir à un État beaucoup plus providence, imposer les prix, imposer les marges, il faut que ce soit les travailleurs qui l'imposent. L'État sera toujours au service des plus riches. C'est un outil dans la main des riches. Donc, bien sûr, quand on fait pression, le patronat, il peut céder. Vous savez, en 36, c'est pas l'État qui a demandé à ce qu'on met les congés payés. C'est quand justement c'est les grandes grèves, c'est le patronat qui à un moment donné a plié, a demandé au gouvernement de plier. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le gouvernement, il est au service et aux ordres de ce grand patronat. Et c'est uniquement s'il y a des grandes luttes que ce grand patronat pourra reculer. Sinon, il reculera pas. Et c'est pour les travailleurs, c'est une question de survie. D'ailleurs, je disais dans une autre émission ici même qu'il y aura de la révolte. Sous quelle forme elle sera, j'en sais rien. Ce que je souhaite, moi, tout simplement, que cette colère, si elle éclate, elle soit en même temps conduite, elle soit massive, elle soit conduite par des pères et des mères de famille qui permet justement de sortir par en haut et pas seulement de brûler quelques poubelles. C'est quelque chose de pervers. Quand on regarde les décisions, finalement, à chaque fois, c'est financer les entreprises, c'est toujours avec l'argent public, quelle que soit la collectivité ou quel que soit le... C'est même scandaleux. On voit que, voilà. C'est scandaleux. C'est un peu pervers, quoi, finalement. C'est pervers. Ils se battent pour avoir mieux, mais c'est avec leur argent qu'on leur dit, vous allez avoir mieux. Bien sûr, c'est toujours les plus pauvres qui sont perdants. Vous savez, quand on dit, on va prélever moins d'impôts, etc. Bon. Déjà, on parle de moins d'impôts pour ceux qui les réclament, ils réclament pour les plus pauvres. Et d'ailleurs, c'est pas normal que les plus pauvres payent d'impôts. Mais c'est uniquement parce que les plus riches ne en payent plus. C'est ça le souci. Or, s'il y a plus d'impôts et que les plus riches ne payent plus, etc., ça veut dire que c'est les plus pauvres qui vont être perdants. Ça veut dire les cantines scolaires, les frais d'éducation, etc. Tout ça va exploser. Donc aujourd'hui, on doit pas faire. On est face à une situation où soit on continue à laisser cette situation perdurer, où les capitalistes n'ont qu'une obsession, c'est de maintenir leur enrichissement avec un taux de profit de 20% chaque année, ou soit, justement, les classes populaires réclament leur dû. Et concernant justement tous ces subventions, les CICE, qui sont des dizaines de milliards, c'est des chiffres énormes qui pouvaient faire disparaître le chômage. C'est ça qui est rageant. Si ces sommes-là étaient investies dans ce qui est utile à la société, oui, là, on pourrait créer les emplois nécessaires pour tout le monde. On pourrait créer les logements nécessaires pour tout le monde. Et c'est pas des milliards qui partiraient vers la spéculation pour les plus riches. Donc, on y revient. Il faudra un changement de politique. Il faut un changement de cadre. C'est-à-dire que faire en sorte que les politiques qui décident, choisissent de mettre en place des cadres pour faire en sorte que la ventilation de ces sommes aille vraiment à la création d'entreprises et
à l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Bah, à l'amélioration des conditions de vie, oui, des classes populaires. Vous savez, quand je dis que les hommes politiques sont serviteurs, bon, c'est vrai qu'on entend des scandales où des hommes politiques sont grassement payés. Hein. La bourgeoisie, d'ailleurs, elle accepte de payer grassement ceux qui la servent. Hein. Quand vous voyez un simple petit maire comme à Saint-Philippe qui a une dizaine de fonctions différentes, bon, bah, c'est scandaleux. Hein. Mais c'est quelque part la feuille qui cache la forêt, parce que c'est quand même, même à La Réunion, c'est des centaines de millions, voire des milliards sur plusieurs années en CICE, en défiscalisation. Quand vous voyez la route du littoral qui va, je suis persuadé, si on regarde dans les détails, plus de 50% du chiffre d'affaires, c'est des profits. Vous vous rendez compte ? On est en train de nous dire, voilà, on aurait pu faire le tram-train et la route du littoral en même temps si on avait payé à prix coûtant. Ben non, il y a des grands capitalistes derrière, il y a du patronat derrière ça, qui veut absolument récupérer sur le dos de la population, sur le dos de l'argent public, des profits. Ça fait des années que ça dure, des décennies que ça dure, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui pourrait changer ? Ça changera obligatoirement, c'est une question de temps. Il n'y a rien qui reste figé. Tout évolue, tout change. D'accord ? C'est une question de temps, sauf que là, ça devient une question d'urgence. D'urgence par rapport à plein de choses. Hein. On voit les changements climatiques, on voit plein de choses. Il y a des grandes décisions à prendre qui ne pourront être faites que par les populations eux-mêmes, qui pourront être faites par les travailleurs eux-mêmes de manière démocratique, etc. Et non pas imposées par en haut. Parce que la situation, elle est beaucoup plus grave, ce qu'on le dit généralement, parce que les capitalistes, pour continuer à maintenir leurs profits, ils ont besoin de maintenir ce système en place. Ce système qui détruit à la fois les hommes et la planète. Hein, et ça, c'est pas normal. Dernière question. Quelle va être la posture de lutte ouvrière pour 2019 et bien sûr avant 2020, ça va être les municipales. Donc, écoutez, nous on saura. Mais déjà, pour l'Europe, quelle va être la démarche ? Nous, on a toujours utilisé les élections pour pouvoir justement informer les travailleurs, leur proposer une politique de combat. Hein, c'est pas une politique pour faire croire aux gens, il suffit qu'on soit élu pour que les choses changent. C'est pas vrai, parce que il suffit, quelle que soit la personne qui sera élue, c'est toujours le grand patronat qui dirigera. Et ben c'est ce pouvoir-là qu'il faut se remettre en cause. Et en votant lutte ouvrière, ben oui, on veut remettre en cause ce pouvoir-là. Et la remise en cause passe par ? Passera sans doute par une grande mobilisation populaire des travailleurs pour justement bloquer ces capitalistes et les interdire justement de continuer à s'enrichir sur le dos, sur l'appauvrissement de la population. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de l'année prochaine également, puisque vous serez donc candidat. La lutte ouvrière sera présent, je pense, pour les européennes. Donc, on va revenir. Et puis, bien sûr, il y aura à partir de septembre l'année prochaine la préparation des municipales. Et là encore, je pense que lutte ouvrière sera dans ces batailles électorales. Merci, Jean-Yves. C'est moi qui vous remercie. Donc de lutte ouvrière. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne fête à vous et à votre famille. En tout cas, moi d'abord, je vais vous remercier de nous suivre encore.